À la une ce soir, les assises de l'outre-mer au cœur d'une rencontre entre élus locaux et représentants du tissu économique. Ils ont rencontré le préfet cet après-midi. Nous ferons le point dans notre édition. Claude Coppel est notre invité politique de ce mardi soir. Candidat en lice pour la mairie de Sainte-Marie, il nous parlera de son programme. Il se présente face à 3 autres candidats. Les cartes grises et les permis de conduire ne se font plus en préfecture depuis hier. Les démarches se font désormais en ligne ou via des professionnels de l'automobile. Un nouveau système qui s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation de la délivrance des titres. Et puis, les fûts de la distillerie JM accueillent désormais des saveurs venues d'ailleurs. Du whisky y repose pour y vieillir. 10 000 bouteilles en sortiront en janvier prochain. Bonsoir à tous et heureuse de vous accueillir. Je vous rappelle que vous pouvez, dans cette tranche info, que je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec un conflit qui s'enlise de plus en plus au sein du PNM. Certains membres du personnel dénoncent de gros problèmes de management au sein de la structure. Les élus du parc opposés à Louis Boutrin se sont entretenus aujourd'hui avec les syndicalistes et agents grévistes. Une rencontre qui n'a débouché sur aucun accord. Explication de Sandrine Claude. Élus, syndicalistes, personnels, il s'agit pour les différentes parties engagées de décider de quelle suite donner au mouvement. Les points de discorde restent inchangés. En premier lieu, le management du président du parc, largement remis en question. Nous avons un président qui non seulement ne respecte pas le droit, mais ne respecte pas les syndicats, ne respecte pas les agents et n'a pas les capacités aujourd'hui et les compétences, ni les qualités humaines pour diriger cette institution. Nous demandons d'abord l'annulation de l'arrêté de licenciement du directeur général des services. Si il ne veut pas prendre cette décision lui-même, qu'il démissionne et qu'il laisse à quelqu'un d'autre le soin d'annuler cet arrêté. Ce mouvement ne semble pourtant pas avoir l'ampleur escomptée. Selon cet élu du PNM, des menaces à l'encontre des salariés seraient en cause. Il faut savoir qu'il aurait pu y avoir 2 tiers de plus de salariés mobilisés physiquement. Mais comme il y a une pression telle, comme il y a une délation telle, comme il y a des menaces très importantes qui sont faites à leur encontre concernant leur statut, eh bien évidemment, ils ont peur et ils ne se prononcent pas ouvertement. Mais sur le plan de la prise de conscience, de la moralisation, eh bien ils partagent et ils sont là. Mais ils ont une peur bleue parce qu'il y a un gros travail dictatorial qui se fait au sein du parc. Et il y a un gros travail également de pression sur le personnel pour que le personnel n'ait pas à venir manifester. Les choses pourraient pourtant évoluer d'ici la semaine prochaine. Il a été décidé durant cette réunion d'enclencher la vitesse supérieure. La CTM ne vient pas à nous. Eh bien, nous irons à la CTM. Nous irons mardi 14 novembre à la séance plénière de cette CTM avec, nous espérons, le maximum de personnes indignées par cette situation pour réclamer que l'on ait une issue permettant au parc naturel régional de Martinique de fonctionner normalement, de fonctionner dans la sérénité et de faire cesser la souffrance au travail qui y règne jusqu'à aujourd'hui. Le conflit au sommet du PNM dure depuis maintenant 28 jours. Et malgré la décision du tribunal administratif de lever les barrages, le blocage du site reste aujourd'hui plus que d'actualité. Social toujours avec une mobilisation qui vient de commencer cette fois-ci. Les salariés affiliés à l'USAM-UCPA de la piscine communautaire du Lamentin sont entrés en grève ce matin. Ils dénoncent le non-respect du protocole d'accord signé en août dernier. Lors d'une première mobilisation, le personnel avait obtenu une augmentation de salaire qui devait entrer en vigueur le 31 octobre pour rattraper un manque à gagner de rémunération lors du changement de statut des agents. Le centre aquatique est donc resté fermé aujourd'hui. Attention, un appel à disparition a été lancé par la gendarmerie du Gros-Morne. Clotaire Linor, âgé de 86 ans, n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Originaire de Trinité, il a quitté à pied le domicile du Gros-Morne où il est accueilli. Monsieur Linor mesure 1,60 m, foncé de peau, mince, cheveux grisonnants mais rasé complètement, donnant l'apparence d'une calvitie totale. Il serait vêtu d'un jean, d'une chemise à manches courtes de couleur blanche avec des rayures verticales grises ou de couleur
couleur unirose saumon et des chaussures de jardinage de type bottines de couleur verte. Les différentes investigations entreprises n'ont pas permis de le localiser ou d'orienter les recherches. Alors si vous avez la moindre information qui pourrait faire avancer les recherches, vous êtes prié de contacter la brigade de proximité du Gros Morne au 05 96 67 80 63 ou de composer le 17. Toujours au chapitre faits divers, en bref, 2 policiers ont été blessés aujourd'hui lors de 2 contrôles routiers différents quasiment simultanément. Le premier s'est fait renverser par un automobiliste qui aurait échappé à un contrôle gendarmerie au niveau du rond-point de la Pointe de Jammes. Le policier motard était en simple patrouille. Il a été pris en charge par les secours avec des blessures au niveau de la cage thoracique. En même temps, à Fort-de-France, un policier qui tentait cette fois d'interpeller le conducteur d'un véhicule non immatriculé a chuté lourdement sur le trottoir et a eu la rotule pratiquement arrachée. Et puis toujours de la violence sur nos routes, mais beaucoup plus tôt ce matin. Une altercation liée vraisemblablement à un problème de priorité a éclaté entre 2 conducteurs de 2 roues au rond-point de Champigny à Ducos. L'un des 2 individus a été blessé à coups de crosse de fusil et de casque de moto. L'agresseur a été placé en garde à vue dans la journée et l'autre individu a été pris en charge par les secours puis transféré au CHU de Fort-de-France. Le CHU, justement, a inauguré ce matin un nouvel équipement qui devrait permettre aux patients atteints de neurofibromatose de rester se soigner au pays. Un laser CO2. L'appareil diminue les risques et séquelles cicatricielles pour les patients. Environ 100 à 150 personnes sont atteintes en Martinique de cette maladie génétique neurocutanée qui provoque des tumeurs au niveau de la peau et des tissus nerveux. Pour l'établissement, l'appareil permettra de baisser le coût des interventions. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude. C'est pas esthétique du tout. Donc moi-même, je me sens mal. Bon, je me sentais mal. Maintenant, ça commence à aller. Puis je me disais, j'étais là, cela à la voir, que l'appareil soit là. Bon, que ça diminue sur certaines lésions que j'ai. Donc, comme disait le médecin, il y a avec le laser et au bistouri. Donc, le laser, on ne voit pas du tout. Puis j'ai eu l'occasion de faire un test. On appelle ça les lasers ablatifs. Ils permettent de vaporiser, de détruire les lésions au niveau de la peau en obtenant une cicatrice acceptable. Et donc avoir cet appareil ici pour la population antillaise, parce que bien sûr les Martiniquais peuvent en bénéficier localement, mais aussi les Guadeloupéens et les autres îles. Des évolutions dans les offres de soins de l'île qui seront certainement abordées dans le cadre des assises de l'outre-mer. Le coup d'envoi des concertations a été donné ce week-end par le ministre, la visite du Premier ministre. Cet après-midi, les élus locaux et les représentants du tissu économique ont rencontré le préfet pour faire le point. Alizé Lutran, qui était sur place, va nous expliquer comment vont se dérouler ces assises de l'outre-mer. Alizé, bonsoir. Bonsoir Sabrina. Alors, que représentent les assises de l'outre-mer déjà ? Alors concrètement, c'est une veille de tous les secteurs d'activité économiques, sociaux, environnementaux ou encore culturels. L'État et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, souhaitent faire de nos territoires ultramarins des territoires d'excellence et d'innovation. L'idée, en fait, c'est de redonner la parole et la possibilité aux porteurs de projets de les réaliser. Comment ? Eh bien, en menant différents ateliers thématiques jusqu'en mai 2018. Alors, quels sont les principaux axes de réflexion et enjeux ? Alors avant tout, il faut répondre à certains déséquilibres qui menacent notre cohésion sociale. Le préfet de la Martinique a justement présenté cet après-midi les thèmes prioritaires. Je vous propose de l'écouter. Il y a bien sûr les grandes questions, j'allais dire, de société, notamment la santé, le vieillissement. À l'inverse, comment est-ce qu'on fait pour retenir les plus jeunes d'entre nous, parce qu'ils sont la force vive de la Martinique. Donc il y a aussi la prise en compte des risques de sécurité civile. Il s'est passé, maintenant on le sait, Irma, José, Maria. Et donc comment est-ce qu'on est à même d'assurer un habitat plus sûr, peut-être des règles d'urbanisation plus respectueuses de ces risques naturels. Voilà, les projets sont nombreux, il va falloir donc les prioriser. Les membres du gouvernement ont demandé à ce qu'on leur présente une liste de projets réalisables et finançables en 5 ans, c'est-à-dire le temps de la mandature d'Emmanuel Macron.
Et comment ça se traduit chez nous sur le terrain? Alors justement, on en parlait à l'instant, cet après-midi, on le disait, le préfet a réuni des représentants notamment du secteur économique, des membres de la CTM et puis aussi des élus locaux pour faire le point. Et puis à cette table ronde, on a notamment croisé Charles Larcher, le président du Codérom, ainsi que Claude Lise, élu à la CTM. Ils nous ont fait part tous les deux de leurs attentes respectives. On les écoute. Ce qui pour nous est important, c'est d'arriver à ce qu'un tel projet intègre les assises qui pour nous, va donner effectivement un regard, un focus particulier sur un projet structurant pour le territoire. Nous avons dans le cadre de la filière canne sucre rhum un projet qui est le projet du spiritourisme, c'est-à-dire le tourisme autour des ensembles des activités de la filière canne, sucre et rhum, qui nécessitera des investissements, qui nécessitera de l'organisation, qui nécessitera de la fluidité, qui est nécessaire effectivement pour que le projet puisse se mettre en œuvre. C'est tout ce qui va pouvoir répondre aux problèmes d'emploi, tout ce qui va permettre notamment de mettre des jeunes en activité. Ça, c'est l'urgence absolue. Mais quand on dit ça, c'est le tourisme, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire. Vous voyez, il y a également prendre en charge les problèmes de vieillissement de la population et les prendre en charge non pas comme charge supplémentaire, mais comme atout. Il y aura donc régulièrement des phases de concertation avec les acteurs locaux pour faire le point sur ces projets et puis les soumettre après au gouvernement. Mais pas seulement, puisque dès à présent, et ce jusqu'au 22 novembre, la population est également appelée à soumettre ses idées, ses doléances, ses remarques sur la plateforme en ligne assises-d'outre-mer.fr. Très bien, mais une fois cette phase de diagnostic passée, que se passera-t-il? Eh bien, à l'issue de la phase de consultation, une synthèse sera faite des projets proposés sous forme d'un livre bleu d'outre-mer, une feuille de route en quelque sorte pour commencer les chantiers. Alors, on a déjà connu cette phase de consultation en 2009. En quoi ce sera différent? Donc ça, voilà, c'était au moment des États généraux de l'outre-mer. Il y avait eu à l'époque beaucoup de déception et le sentiment que rien finalement n'avait été fait au niveau de ces projets. Il y en avait plus d'une centaine à l'époque. Il va donc falloir répondre à plusieurs interrogations. Et la première est de savoir comment accompagner, ne serait-ce que financièrement, ce foisonnement de projets et les prioriser, alors que de nombreux secteurs subissent aujourd'hui des coupes budgétaires et des baisses de dotations. La ministre des Outre-mer assure pour sa part qu'il ne s'agira pas là d'un catalogue flou d'engagements non tenus. On attend donc de voir ce que ça donnera, Sabrina. Très bien, merci à vous, Alizée. Est-ce que vous avez une carte grise à refaire prochainement? Pas du tout. Bon, tant mieux, parce que les services de la préfecture se modernisent, mais depuis hier, les guichets de carte grise et permis de conduire sont fermés. Les particuliers doivent désormais faire leur demande soit par courrier, soit en passant par un professionnel de l'automobile. Le nouveau système s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation de la délivrance des titres. Voyez les explications d'Alizée Lutran et de Guéra Felloigny. La préfecture avait annoncé la dématérialisation de ces deux services il y a plusieurs mois déjà. Pourtant, les usagers sont encore nombreux à se rendre sur place et semblent éprouver quelques difficultés à se faire au nouveau système. C'est pas une bonne démarche parce que si on n'a pas Internet, là on est dans le baba. Bon, quoi qu'il y a cyberbase et tout, mais il faut avoir le temps, il faut savoir le faire. Et si on n'a pas quelqu'un pour vous aider, on peut rien faire. Ça me gêne un peu puisque je suis sorti de loin et pour venir ici pour rien. Au final, c'est par Internet qu'il faut qu'on fasse. Il n'y a plus de service ici. Il y a un numéro d'appel, on ne vous décroche pas. Et en ligne, donc pour moi, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'interlocuteur, donc on ne peut pas poser de questions. Donc des fois, c'est un peu compliqué sur Internet. Mais bon, si c'est simple, ça peut être mieux. Tous les interlocuteurs n'ont pourtant pas disparu. Pour aiguiller les usagers et les accompagner dans leur démarche, la préfecture a mis en place un point d'accueil numérique à Fort-de-France, mais aussi en sous-préfecture au Marin et à Trinité. Erika, elle, a tenté de faire sa demande de carte grise depuis chez elle, sans succès. Ici, un médiateur l'accompagne. Hier, je suis venue, mais le site n'était pas exactement prêt ou bien il y avait un bug. C'est un petit peu compliqué, le fait qu'on ne connaît pas vraiment le logiciel. Je pense pour certaines personnes âgées, ça va être un petit peu plus dur. Le fait qu'ils étaient habitués de faire sous papier et tout, mais sinon, avec l'aide, ça va. Une démarche qui a débuté avec la délocalisation de certains papiers administratifs, cartes d'identité et passeports, qui se font désormais en mairie. Autour à présent des cartes grises et des permis de conduire via Internet, mais pas que. On est passé aussi par un certain nombre de tiers de confiance. En matière de permis de conduire, ces tiers de confiance sont les auto-écoles. C'est-à-dire que les auto-écoles peuvent, dans le cadre de la relation que vous avez avec eux, faire pour vous un certain nombre de démarches liées au permis de conduire.
Mais les tiers de confiance sont aussi les professionnels de l'automobile, et notamment les concessionnaires, les garagistes. Les auto-écoles, nous en avons de l'ordre de 130 agréés, et les professionnels de l'automobile, 140 pour la Martinique. Ce changement radical, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a instauré afin de moderniser certains services et répondre également à des problématiques bien précises. C'est aussi un plan qui vise à recentrer l'action du ministère de l'Intérieur. On entend beaucoup parler de terrorisme, de protection des populations. Ici, nous sommes particulièrement concernés par les risques en matière de sécurité civile, et le mois de septembre nous l'a assez montré. Et donc le ministère de l'Intérieur profite aussi de cette modernisation pour réallouer ses moyens. Depuis la première phase de son instauration en mars, la préfecture enregistre déjà 70% des demandes de carte grise via des tiers de confiance. Il est l'un des 4 candidats en lice pour la mairie de Sainte-Marie. Il est chef USR, Unité Sécurité Routière de la Police Nationale de Martinique, et secrétaire régional adjoint du syndicat Unité SGP Police. Aux dernières municipales, il était sur la liste Rassemblement des Forces Samaritaines. Claude Coppel est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, comment se déroule votre campagne? Quelle est l'ambiance à Sainte-Marie? Écoutez, pour l'ambiance, je pense que les médias l'ont suffisamment relayé. Nous avons une commune qui est en déliquescence totale. Nous avons une population qui est complètement perdue. Nous avons des agents de la municipalité qui sont à la limite du burn-out. Et c'est pour cette raison que ces élections arrivent, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées à Sainte-Marie. Il y a eu des malversations, il y a eu des, comment dirais-je, des tensions vis-à-vis des employés, de la population. Et je pense que Sainte-Marie va mal. Et Sainte-Marie est aussi la risée de toute la Martinique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dès le 22 octobre dernier, j'ai décidé justement de me mettre à la disposition de la municipalité et de proposer justement que l'on change complètement de mandature, que l'on change complètement de situation à Sainte-Marie, et de manière à ce que Sainte-Marie soit un peu plus apaisée. Alors, à vous entendre, heureusement qu'il y a eu tous ces cafouillages au sein du conseil municipal. Heureusement, non, je dis pas heureusement, c'est tristement, parce que lorsqu'on est face à une telle situation, vous savez, si je me suis déclaré dernièrement, au mois d'octobre, ce n'est pas parce que j'avais des velléités pour arriver en tant que maire. Et si vous me permettez, je ferai une déclaration là-dessus, parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Simplement, c'est parce que j'ai ressenti le besoin de me mettre à la disposition de la commune. Et j'ai essayé aussi, par tous les moyens qui étaient à ma disposition, de manière à rassembler le plus grand nombre de personnes pour justement essayer d'éradiquer cette situation qui n'est pas du tout favorable pour la quiétude de Sainte-Marie. Alors, aux dernières municipales, vous étiez sur la liste de Dorothée Boniali, qui n'avait eu que 3,47% des suffrages exprimés, qui était donc arrivée 4e sur 4 listes. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échec déjà? Écoutez, ce n'est pas un échec, c'est d'abord une expérience humaine. Vous savez, vous êtes arrivé dernier. Oui, parce qu'on savait dans toute course, il y a un premier et un dernier. Donc, il s'avère qu'effectivement, la tête de liste, Dorothée Boniali, donc j'étais sur sa liste, on était bon dernier. Mais ça nous a permis de comprendre certaines choses qui se passent à Sainte-Marie, d'analyser les choses de manière plus précise. Et la preuve, cette analyse qu'on avait faite en 2014, on l'a eu le résultat aussi aujourd'hui, parce que les choses n'étaient pas aussi claires qu'elles paraissent. Les choses n'étaient pas aussi, comment dirais-je, aussi saines qu'elles paraissent. Donc on ne va pas jeter la natane, hein. Donc de toute façon, c'est passé, nous étions bons derniers, mais maintenant c'est une autre élection qui arrive, c'est une partielle, c'est une situation exceptionnelle qui arrive à Sainte-Marie, et à toute situation exceptionnelle, il faut avoir une réponse exceptionnelle. Alors, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous saurez vous démarquer cette fois-ci? Est-ce que vous avez compris mieux les attentes des Samaritains? Je crois que là, maintenant, il est venu temps que je vous fasse ma déclaration, parce que c'est vrai que vous m'avez annoncé comme étant un candidat. Je vais vous annoncer, Madame Doré, aujourd'hui, j'ai pris aujourd'hui la décision de me retirer, de retirer ma candidature à l'élection municipale partielle de Sainte-Marie. Et je m'en explique, n'est-ce pas? Je m'en explique parce que, vous savez, comme je disais, depuis septembre, hein, je me suis porté candidat pour essayer de rassembler le plus possible de personnes, de rassembler toutes les forces qui étaient désireuses de faire face à la décadence à Sainte-Marie. OK? Donc, mais comme une fin de non-recevoir, j'ai eu 12 autres listes d'opposition à la majorité
qui se sont déclarés. Donc j'ai compris assez rapidement que l'intérêt de la population samaritaine, que le devenir de la ville n'avait pas été des priorités des listes qui se présentent. Donc ce sont des querelles de chapelle, des querelles de rang, des querelles... Et vous n'avez pas envie d'y entrer, c'est ça? Non, je refuse de faire partie justement de cette situation. Moi, si je m'étais engagé, c'était pour faire un front commun de manière à ce que Sainte-Marie retrouve une quiétude. Or, je n'ai pas reçu, je n'ai pas eu justement le retour tant attendu, parce que les Samaritains, vous savez, ils sont en souffrance. Ce n'est pas pour moi. Mais vous les laissez dans la souffrance, hein, non, en ne vous pas du tout. présentant pas et en les laissant pas dans du le tout. cafouillage Justement, ambiant. je m'attendais. Alors pourquoi je fais ça? Vous savez que la multiplication de toutes ces listes-là qui s'installent, maintenant on est 4. Une partielle, Sainte-Marie, grosso modo, 17 000 habitants, 17 000 votants, on va sur un échantillon de 5-6 000 votants. Cette multiplication de listes, ça entraîne systématiquement une déperdition des voix. Et ce que l'on veut, parce que moi j'ai fait du terrain, j'ai écouté les Samaritains qui étaient engagés, je les ai tous les jours côtoyés avec mon équipe, et nous avons compris une chose, la population a besoin d'être apaisée, la population a besoin de changement. Or, si nous nous présentons à 4 listes, je parle de la majorité justement, la majorité des missionnaires, il est évident que le maintien de ma liste à ces élections entraînera systématiquement cette déperdition des voix qui entraînera également une réussite pour faire revenir de manière un peu subtile et obscure ceux qui étaient dans l'ancienne majorité. Alors j'imagine que vous soutenez quelqu'un du coup. Ben écoutez, je soutiendrai les Samaritains. Et c'est pour cette raison, je m'explique, parce que ça peut vous étonner. J'ai écouté votre annonce sur eux, c'est vrai que j'étais candidat, mais cette décision a été prise assez récemment, et je suis désolé. Je suis désolé envers les Samaritains qui m'ont soutenu, envers les gens de Malice, envers mon groupe de soutien, mon comité de soutien. Vous les avez prévenus ou c'est pas écoutez, à l'antenne, ils n'ont pas découvert ça là ce soir? J'ai prévenu une partie. Ah, sinon le reste, ils vont découvrir ça ce soir. C'est un petit peu normal. Vous savez, nous sommes en Martinique et lorsque vous avez des fuites d'informations, ça permet à d'autres de réagir. Donc c'est pour cette raison que je préférais, avec plus ou moins votre accord, faire cette déclaration aujourd'hui. En toute exclusivité. Tout à fait. Donc vous avez eu cette opportunité. Et je m'en excuse parce que les gens y comprendront ma position. Je ne veux pas que cette situation perdure. Et je veux absolument faire en sorte qu'on cesse ce qui se passe à Sainte-Marie. Et je leur dis, je retire ma candidature parce qu'il faut impérativement, mais alors impérativement, mettre un terme au chaos qui règne à Sainte-Marie. Je pense que ça doit être la pensée de chaque Samaritain. Aujourd'hui où je parle, je ne vais pas donner de consigne de vote. Les Samaritains sont des personnes intelligentes, ils voient une situation, et ils sont aussi des employeurs. Je m'explique. Un électeur, la population, c'est les employeurs des politiques. Nous mettons en place des politiques pour faire un travail. Le politique ne fait pas le travail qu'on lui a demandé. La population a le devoir de le virer, excusez-moi du terme, mais de s'en séparer. Et c'est pour ça que la population samaritaine a ce devoir qui va arriver très très bientôt. Donc ce n'est pas une consigne de vote, mais une consigne de non-vote. Vous appelez à ne pas voter pour quelqu'un. Je demande aux Samaritains, en l'occurrence, leur âme et conscience, de faire en sorte que l'ancienne municipalité ne se retrouve pas au même endroit. Au contraire, je suis un républicain, je suis un démocrate, je fais partie de la vie sociale. Il faut aller voter. Il faut aller voter en masse. Vous appelez à barrer la route à Bruno Nestor-Azero, en gros, en résumé. Je demande à ce que l'ancienne majorité ne soit pas présente. Vous savez, je ne suis pas là pour pouvoir orienter les voix des gens. Je pense que c'est un manque de respect. Lorsque, par exemple, vous avez le leader de l'ancienne municipalité qui estime devoir revenir, on n'a pas de quota de vote. On n'a pas de réserve de vote. Les citoyens, ce sont des gens responsables. Le Samaritain, c'est quelqu'un de responsable. Donc, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent, mais si je me retire, c'est pour ne pas éviter, justement, c'est pour éviter justement qu'il y ait cette dispersion des voix.
et de manière à ce qu'une liste, ça suffit. Vous avez la liste de la majorité, vous avez la liste des non-démissionnaires, et vous avez, me semble-t-il, la liste de challenger, challenger. C'est ce rôle que je voulais prendre, Monsieur Rangon. Il ne faut pas que ça revienne. Il faut absolument que cette mairie soit apaisée pour les 20 prochaines années. Donc c'est pour cette raison que... Et aussi, je finirai en disant que je donne rendez-vous en 2020. Et là, vous serez Je candidat. donne rendez-vous en 2020 à Sainte-Marie. Et là, je peux vous garantir qu'en 2020, on saura vraiment avoir une municipalité avec des projets. Bah, sauf si l'équipe en place aura séduit et qu'ils voudront la reconduire. Hein. C'est possible. Écoutez, l'équipe en place de qui vous parlez? Bah, l'équipe qui sera élue là, si elle séduit, peut-être qu'en 2020. Ah oui, bien sûr. À ce moment-là, ça n'aura plus lieu d'être. Ce sera vraiment un échange d'idées, de programmes tout à fait normal qui va se passer. Ce ne sera pas une... Parce que là, il faut quand même reconnaître qu'on a trahi les Samaritains. On a fomenté cette dissolution du conseil municipal pour en arriver là aujourd'hui. Et c'est de l'argent public. Ça coûte de l'argent public. Je pense que ce genre d'agissement devait être sanctionné, réprimé. Mais maintenant, on va laisser aux autorités le soin de faire le nécessaire. Moi, ce que je dis aux Samaritains, une seule et dernière chose, de garder la flamme et l'enthousiasme pour 2020, de manière à ce qu'on se retrouve, parce que j'ai la prétention de dire, effectivement, avec tous mes passages que j'ai faits dans les différents quartiers, que les Samaritains souhaitaient que je sois là. Et je m'en excuse auprès d'eux, très sincèrement. J'ai préféré me retirer pour ne pas justement participer à cette fameuse cacophonie et pour laisser, pour ne pas émietter les votes de l'opposition. Alors, dernière question, on sait pour qui vous n'allez pas voter, mais pour qui vous allez voter? Ben, vous savez que c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent en politique, oui. Mais je réfléchirai à ce moment-là. Le choix n'est pas encore fait? Non, mon choix n'est pas encore fait, vous savez, parce que il y a pour moi les deux autres listes qui sont là pour être... qui prétendent à l'accès à la mairie. C'est certain que je ne voterai pas pour M. Bonnesoir avec sa liste, non, je ne peux pas cautionner ça, mais je vais choisir entre les deux qui restent. Très bien, merci à vous. C'est moi qui vous remercie et puis c'est certain que j'ai pu peut-être un peu changer votre programme, mais cette décision a été prise de manière l'exclusivité. On sait que maintenant vous n'êtes pas candidat. Ce n'est pas une décision à la légère et je dis aux Samaritains, en avant pour 2020. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où les usagers de la Poste se sont mobilisés pour crier leur ras-le-bol des files d'attente interminables. Ils ont interpellé le directeur d'une agence de Cayenne. Et puis, autre mobilisation en Martinique cette fois-ci. Les riverains de la pointe Courchet au François ont bloqué l'accès à la route menant à leur habitation, trop souvent dégradée par les camions d'une société privée. Mais avant, parlons de cette petite révolution en matière de fabrication d'alcool chez nous. Si la Martinique est bien connue en tant que terre de rhum, elle sera bientôt de whisky. Les fûts de la distillerie JM accueillent désormais des litres de spiritueux à base de malt et d'orge pour les faire vieillir. D'ici janvier prochain, 10 000 bouteilles sortiront de l'usine sous l'appellation Daikan, une nouvelle marque qui a décidé de s'installer sous nos latitudes. Reportage de Jean-Marc Dabrul. La distillerie JM, réputée pour son rhum vieux, produit depuis un an maintenant un tout autre spiritueux. Donc nous voici donc dans l'un des chais des rhums JM à Makuba. Et donc dans cet espace, nous stockons et nous faisons vieillir, je dirais, nos différents lots de whisky. Le processus d'oxydation, de réduction, de vieillissement va s'opérer dans ces fûts. Et on va regarder attentivement pour chaque lot de fût différent quel est le côté bonificateur qui va nous permettre d'élaborer après en assemblage un whisky de premier ordre. Un vieillissement sous les tropiques implique une évaporation 5 fois supérieure que sous un climat continental. Mais au final, le produit n'en est que bonifié. Un an de vieillissement en Martinique équivaut à 5 ans en Europe. On retrouve un peu la Martinique en fait au nez et on a quand même les caractères du whisky qui sont bien présents, notamment en bouche avec les notes céréalées qui sont présentes. Certains amateurs n'y verront que du feu. Alors ? Non, ça va. Ça va. Ça reste un produit noble, on va dire. Il a pas un petit goût de rhum ce whisky ? Un petit peu quand même, un petit peu rhum ambré. D'autres apercevront très vite la subtilité. Alors, c'est des whisky. Pas de lézard, c'est vraiment du whisky, oui. Du whisky made in Martinique. Derrière ce rêve, l'envie d'un amateur
désireux de créer un produit innovant. L'idée d'utiliser des caractéristiques qui agissent sur 80% du profil aromatique d'un whisky et de trouver un endroit où on puisse avoir les meilleures conditions qui soient prouvées pour élaborer un whisky différent. D'ici un mois, 10 000 bouteilles seront commercialisées, disponibles chez les cavistes ou sur Internet. Direction la Guyane, où comme chez nous, les files d'attente de la Poste peuvent devenir un véritable cauchemar pour les usagers. Une association a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et les membres se sont entretenus avec le directeur d'une agence de Cayenne. Voyez ce reportage de Christophe Philippe et de Pierre Trifou. Beaucoup de patience, un peu d'eau et même une chaise, voici les indispensables pour certains usagers qui souhaitent faire une transaction à la poste. Donc je suis là depuis 6 h du matin, donc moins 3 h, 4 h d'attente quoi. Et donc j'ai pris une chaise parce que je me suis dit là au moins ce sera plus facile. Parce que vous avez un tas de gens dans la queue là qui en ont marre. Il y en a qui sont presque au bord de l'épuisement. Il y a souvent presque des bagarres. Il y a des bagarres aussi. Et c'est pas normal qu'on puisse avoir autant de temps à attendre juste pour aller faire une opération simple financière au guichet. C'est pas normal. Avec des périodes d'attente pouvant aller au-delà des 6 heures, certains esprits s'échauffent alors que d'autres proposent des solutions. Moi, la solution qu'il y a, c'est que c'est pas la file d'attente qu'il faut voir. C'est à l'intérieur. S'il y avait plus de guichets, ça aurait été plus vite. Voilà, pour moi, c'est la meilleure solution là. L'association des Guyanais indignés et révoltés, qui a pour objet l'amélioration de la qualité des services publics, a rencontré ce matin le directeur de la Banque Postale, Mandela. Nous avons souhaité être reçus par un responsable, par le directeur de la Banque Postale, le voiture responsable, nous avons été reçus. Et apparemment, nous avons été entendus sur un certain nombre de doléances. Et c'est un service de transfert de fonds internationaux qui est pointé du doigt par le président de l'association Agir, qui a fait part de ses réserves au directeur de la Banque Postale. J'ai demandé est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'externaliser, si vous voulez, cette banque américaine de transfert de fonds, parce que nous considérons qu'elle aussi engendre le congestionnement des espaces réservés aux usagers et l'engorgement de la Banque Postale. L'association, qui ressort satisfaite de ces échanges, a annoncé d'autres opérations coup de poing dans les administrations dans les jours à venir. Place au sport maintenant avec la compétition 100% féminine, le Raid des Alizés qui se prépare. 210 aventurières s'affronteront du 14 au 19 novembre prochain. Comme chaque année, des épreuves multisports, course à pied, VTT, canoë-kayak. Pour cette édition, 4 équipes guyanaises seront sur la ligne de départ. Stéphane Govinda a rencontré les membres de l'équipe. C'est où qu'on va? Regardez. Elles sont 3, elles sont femmes, elles sont mères et elles participent au Raid des Alizés pour la bonne cause. Notre challenge, c'est représenter l'association ADER. Donc l'association ADER, c'est une association qui intervient sur le Haut-Maroni pour aider les Amérindiens pour lutter contre le suicide. Et notre challenge, c'est terminer le Raid des Alizés en une seule pièce. Donc la compétition va se dérouler sur 4 jours. Nous ne connaissons pas donc les parcours, nous les connaîtrons juste le soir ou le matin. Donc ça sera du trail, du VTT et du kayak et une épreuve mystérieuse qu'on découvrira au dernier moment. Sur le point de vue personnel, c'est une aventure humaine, c'est un partage avec Anne et Flo. On prépare ça depuis 6 mois à fond et on veut passer un moment extraordinaire et inoubliable. Nous ne sommes pas la seule équipe de Guyane, nous sommes 4. Une sur Rémire, une sur Kourou et une sur Saint-Laurent. Nous sommes plus que déterminés, nous sommes motivés, déterminés et on veut faire un bon résultat. L'équipe C'est où qu'on va reviendra de cette aventure avec, on l'espère, des images plein la tête et la satisfaction d'avoir participé. Allez, on revient en Martinique et on passe tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au François, à la Pointe-Corchet, où les riverains sont mobilisés depuis la semaine dernière. Ils ont érigé des barrages pour empêcher la circulation des camions d'une entreprise qui abîmerait, selon eux, considérablement le chemin menant à leur habitation. Pour le gérant de la société pointé du doigt, ce mouvement d'humeur causerait de graves préjudices à la bonne conduite du chantier qu'il réalise pour l'armée. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez.
réparation. C'est ce que demandent les habitants du quartier Pointe-Courchet. D'ailleurs, on ne peut pas encore véritablement dire qu'on a atteint un point d'accord entre les habitants et les entreprises qui font le passage à ce niveau-là. Pour l'instant, les discussions vont encore. On ne sait pas comment ça va aller. En tout cas, ça discute, c'est déjà un point de gagné. Sur le chemin de campagne conduisant à la Pointe-Courchet, un poids lourd transporte un tractopelle. Mais son trajet se terminera 200 mètres plus loin à cause du barrage mis en place par les riverains. Ce chemin n'a jamais été pris en compte par la municipalité, c'est nous qui nous en occupons. Donc il est tout à fait normal, je pense, que ceux qui viennent détériorer, défoncer, voilà le mot, défoncer le chemin, réparent. Les habitants de Pointe-Courchet ne sont pas contents. En cause, l'état de la voie privée qui leur permet d'accéder à leur maison. Maintenant, il faut agir, donc on attend de voir ce que vous allez faire aujourd'hui. Et en fonction de ce que vous allez dire, nous on aura une réaction chaque fois en fonction de ce que vous allez faire. Jusque-là, tout allait bien, ou presque. Mais depuis que des travaux ont été entrepris sur un site voisin de l'armée, l'état de la route s'est considérablement dégradé. Alors les riverains passent à l'action et justement, aucun camion ne passe. Ils ont continué à dégrader. Eux-mêmes, ils ne pouvaient plus passer. Donc là, vous voyez, ils essaient de négocier encore, toujours ça, toujours la même répétition, négocier, mais rien ne se fait. Depuis une semaine, des discussions ont eu lieu entre les riverains et l'entreprise chargée de faire les travaux pour le compte de l'armée, qui se voit du coup pénalisée. Nous, on a prévu un certain budget pour construire le bâtiment 13 du CAOM. On a un budget qui est ce qui est. Et par contre, là, il va nous falloir, maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous n'êtes pas qu'à empêcher de faire travaux à 20, vous n'êtes pas qu'à entrer. Aujourd'hui, les promesses d'hier ne semblent plus satisfaire les habitants de Pointe-Courchet qui demandent des engagements fermes, c'est-à-dire la réparation de la voie privée. Eux-mêmes, avec le gros camion, sont restés coincés. On le voit, la situation n'est pas totalement débloquée. Pour l'instant, les habitants de Pointe-Courchet veulent bien faire un effort. Ils acceptent que les travaux puissent se faire sur quelques points de la route. On va boucher quelques trous, mais des habitants qui se disent déterminés et toujours mobilisés. C'est bien ça? Oui, très bien. On reste vigilant. On reste très vigilant là-dessus. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont prévues demain de 8h à 14h au Morne Rouge dans les quartiers Petite Savane, Savane Petit et Font-Rose. Information pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galéria de 9h à 14h. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier La Ména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans un instant avec Anche. A tout de suite.